Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'économie. Il s'agit de la vidéo numéro 2 de la série Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Aujourd'hui, nous allons traiter le grand B de la partie 1, comment peut-on expliquer les échanges commerciaux. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de rendre compte du commerce international entre des pays comparables et nous allons en expliquer les raisons et les moyens. En effet, dans la vidéo numéro 1, nous avons montré que les théories traditionnelles du commerce international expliquent l'échange de produits complémentaires entre des pays de niveau de développement différents, soit par des différentiels de productivité, par exemple pour Ricardo, soit pour des raisons de dotation factorielle différentes dans le modèle HOS. Mais ces modèles ne permettent pas de rendre compte des échanges intra-branches, c'est-à-dire des échanges croisés de produits similaires entre des pays comparables, qui représentent quand même aujourd'hui une part très importante, un tiers du commerce international. Ainsi, de nouveaux modèles ont été proposés à partir des années 70-80, mettant au centre de l'analyse les firmes et les stratégies en termes de différenciation des produits, d'exploitation des économies d'échelle et ou de fragmentation internationale de la chaîne de valeur. C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Le document Matrice des échanges tout produits en 2007 et 2017 en pourcentage du commerce mondial nous donne une idée du poids que représentent les échanges entre des pays ayant des dotations factorielles et technologiques proches. Par exemple, dans la colonne numéro 1, le 3,1 signifie que les exportations de l'Union européenne à 28 vers l'Amérique du Nord représentent 3,1% du commerce mondial en 2017. Le 21,5 dans la colonne numéro 3 signifie que les exportations de l'Union européenne des 28 vers d'autres pays de l'Union européenne des 28 représentent 21,5% des exportations mondiales en 2017. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce document car il est un peu difficile pour des élèves de terminale. Malgré tout, il montre que les échanges entre l'Amérique du Nord, l'Union européenne à 28, les autres pays d'Europe et le Japon représentent plus de 40% du commerce mondial en 2017 et nous donne une bonne illustration de l'importance des échanges entre des pays qui ont des dotations factorielles et technologiques plus ou moins similaires dans le commerce mondial. Une partie importante de ces échanges entre des pays similaires du point de vue de leur dotation factorielle ou de leur dotation technologique sont des échanges intra-branches qui correspondent donc à des flux simultanés d'exportation et d'importation de marchandises appartenant à la même branche d'activité. Alors, une branche d'activité regroupe l'ensemble des entreprises qui exercent la même activité productive, la branche de l'industrie métallurgique par exemple. Un autre exemple, les importations et les exportations d'automobiles de la France vers l'Allemagne sont des échanges intra-branches, tout comme les importations et les exportations de services financiers de la France vers le Royaume-Uni. Graphique 1, échange intra-branche par grande zone en pourcentage du commerce intra ou extra-zone. Le graphique à l'écran nous donne une idée du poids grandissant des échanges intra-zone à l'intérieur du commerce mondial. Ainsi, en 1967, les échanges intra-branches représentaient seulement 20% du commerce mondial contre 33% en 2017, soit une progression de 65%. Le poids des échanges intra-branches est encore plus marqué dans le commerce intra-régional puisqu'il représente 57% du commerce intra-zone de l'UE et 49% du commerce intra-zone de l'ALENA en 2017. Un premier argument dans l'explication des échanges intra-branches est la différenciation des produits. Au début des années 80, lorsque ces échanges sont en essor, l'économiste américain Paul Krugman élabore une nouvelle théorie du commerce international. Dans cette théorie, les nouveaux modèles qui sont élaborés s'inscrivent dans un cadre de concurrence imparfaite dans lequel les biens sont différenciés, c'est-à-dire que la fameuse condition ou hypothèse d'homogénéité des produits présente dans le modèle de la concurrence pure et parfaite que vous avez vu en classe de première est abandonnée.
Une autre condition ou une autre hypothèse est introduite, celle des rendements croissants, c'est-à-dire la possibilité pour le producteur de réaliser des économies d'échelle. J'en dirai quelques mots un peu plus loin. Pour échapper à la concurrence, donc, les firmes mettent en œuvre des stratégies de différenciation de leurs produits. Elles leur donnent des caractéristiques techniques, design, couleur, forme, image de marque, etc., que les produits des autres firmes ne possèdent pas. Le produit de la firme est alors perçu par les consommateurs comme différent, plaçant le producteur en situation de monopole et lui conférant ainsi un certain pouvoir de marché. Ce pouvoir de marché de l'entreprise est toutefois limité par l'existence de produits concurrents différents, mais suffisamment proches au regard des consommateurs pour être considérés comme substituables. Donc, le pouvoir de marché, le pouvoir du producteur de fixer son prix se heurte à une certaine limite. Cette situation correspond donc à une structure de marché particulière que vous avez vue en classe de première, je l'ai dit, la concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique est une structure de marché, souvenez-vous, avec de nombreux producteurs qui mettent en œuvre des stratégies de différenciation de leurs biens et services pour bénéficier d'une situation de monopole. Il y a bien concurrence car il y a de nombreux vendeurs et en même temps, il y a la recherche d'une position monopolistique car la différenciation doit rendre le producteur unique. Ceci était pour le côté offre. Du côté du consommateur, la proposition de biens différenciés, la proposition de variétés provenant des entreprises augmente la satisfaction des consommateurs. Dans la théorie économique, les consommateurs ont un goût pour la variété et ce goût pour la variété est satisfait par l'échange de produits intra-branches. Selon les économistes, les firmes exportatrices disposent de deux grands types de stratégies de différenciation des produits. La différenciation horizontale et la différenciation verticale, et vous les devez les connaître pour le baccalauréat. La différenciation horizontale correspond au fait que les pays échangent des produits similaires, c'est-à-dire de même gamme, mais différenciés par le design, l'image de marque, la couleur, la forme, la localisation, la disponibilité, etc. Le commerce international concerne alors des produits de variétés différentes. Et puis la différenciation verticale. Dans ce cas, les pays échangent des produits similaires mais de gamme différentes que le consommateur hiérarchise selon leur qualité. Dans ce cas, le commerce international concerne alors des qualités différentes. Illustrons à présent la différenciation verticale, notamment en termes de gamme. Répartition des importations et des exportations françaises et allemandes de véhicules par gamme en pourcentage du total des exportations ou des importations de la filière. Bien, les firmes, en fonction des dotations factorielles, technologiques et institutionnelles que détiennent les territoires sur lesquels elles sont implantées, vont se spécialiser dans un niveau de gamme de la branche. L'analyse des exportations de véhicules de la France et de l'Allemagne dans le document à l'écran, le tableau statistique à l'écran, fait ressortir que l'industrie automobile française est spécialisée sur le bas de gamme et le moyen de gamme qui représentent 82% des exportations françaises de véhicules, alors que les constructeurs allemands sont spécialisés sur le haut de gamme qui représente près de 60% des exportations allemandes de véhicules. Ainsi, les importations automobiles françaises sont pour une large part des importations haut de gamme qui proviennent souvent d'Allemagne, tandis que les importations allemandes sont très majoritairement des importations de véhicules de gamme moyenne ou bas de gamme qui proviennent souvent de France. L'accroissement de la diversité ou de la variété pour le consommateur ne constitue pas l'unique gain à l'échange dans l'échange intra-branche. En effet, ces gains peuvent également prendre la forme d'une baisse des prix à travers un effet d'échelle. On dit aussi économie d'échelle.
Une entreprise réalise des économies d'échelle lorsqu'elle réduit ses coûts unitaires en produisant plus, c'est-à-dire lorsque les coûts moyens diminuent à mesure que la production augmente. Il faut pour cela qu'elle puisse répartir ses coûts fixes, c'est-à-dire les coûts qui correspondent aux coûts des machines, des bâtiments, des terrains, sur une production plus importante. L'export permet donc d'augmenter les quantités vendues et de bénéficier ainsi d'économies d'échelle, c'est-à-dire de baisse des coûts unitaires de production. Le graphique que vous avez à l'écran n'a pas à être compris par les élèves de terminale. Il s'agit simplement d'une représentation graphique destinée ici à illustrer le propos. Un autre argument dans l'explication des échanges intra-branches est la fragmentation des chaînes de valeur et leur internationalisation. Bien, le commerce intra-branche ne concerne pas uniquement les échanges internationaux de biens finals, c'est-à-dire de biens de consommation et de biens d'équipement. Il concerne également le commerce de biens intermédiaires, c'est-à-dire de produits semi-finis qui feront l'objet de transformations, mais aussi de pièces détachées ou de composants qui feront l'objet d'un assemblage. Les firmes multinationales cherchent à créer de la valeur ajoutée en fabriquant les différents segments de leurs produits séparément les uns des autres et en répartissant leur production dans des lieux, souvent des pays différents. Ceci implique des échanges de composants et de services pour aboutir à l'assemblage d'un bien complexe comme un téléphone, une automobile, dans le pays situé en fin de chaîne. On remarque dans les échanges internationaux une augmentation des échanges de biens et de services intermédiaires ou de produits semi-finis qui entrent dans la composition d'un produit final. Ces échanges de produits intermédiaires, ces consommations intermédiaires, notion que vous avez déjà travaillé en classe de seconde, font logiquement augmenter les échanges intra-branches. Ce commerce de produits intermédiaires est pour une large part un commerce intra-firme, c'est-à-dire un échange de produits à l'intérieur d'une firme, entre les filiales ou entre la maison mère et les filiales. Une filiale, pour rappel, est une entreprise qui est contrôlée par une autre entreprise appelée société mère ou maison mère et qui doit pour cela détenir au moins 10% de son capital social. Au total, la fragmentation des chaînes de valeur, notamment dans le cadre de firmes multinationales, c'est-à-dire la division physique et géographique du processus de production à l'intérieur de ces firmes, explique pour une large part les échanges intra-branches. Illustrons notre propos avec le graphique 2, commerce mondial intra-branche par stade de production. De 1967 à 2016, on observe que la part du commerce intra-branche dans le commerce mondial de biens intermédiaires a très fortement augmenté entre 1967 et 2016, passant de 25% à 45% sur la période, soit une multiplication par 1,8. C'est la conséquence de la fragmentation des chaînes de valeur. Les firmes ont divisé la réalisation d'un produit de sa conception à sa distribution en passant par l'assemblage ou le marketing en de multiples tâches réparties dans différents pays du monde afin de bénéficier des avantages comparatifs des différents territoires. La fabrication de votre iPhone résulte de l'assemblage de composants industriels provenant des 4 coins du monde. Ce processus commence aux États-Unis, en Californie, où se trouve la maison mère d'Apple pour la phase de conception. Il se termine en Chine pour la phase dite d'assemblage, chez la firme taïwanaise Foxconn. Si la Chine est le dernier maillon de la chaîne de production avant l'exportation vers les marchés de consommateurs, l'iPhone devrait techniquement être estampillé Made in Monde et non Made in China. En effet, l'assemblage des composants par les ouvriers chinois de la firme Foxconn ne représente que 4% de la valeur ajoutée de l'iPhone. Les 96% restants sont captés par les fournisseurs des composants industriels qui sont assemblés en Chine, 22% pour l'écran tactile produit au Japon et en Corée du Sud, 17% pour le système Wi-Fi produit aux États-Unis, 17% pour l'électromécanique issue de France, du Japon et d'Italie, 9% pour l'appareil photo produit au Japon et aux États-Unis, 9% pour le processeur issu de Corée du Sud
et ainsi de suite. Pour la mémoire DRAM, Japon 5%, la mémoire flash, États-Unis 5%, ou le système de mise en veille, États-Unis et Allemagne 4%. Et sans compter le fait qu'il faudrait ajouter tous les pays fournisseurs des matières premières nécessaires à la fabrication des composants industriels. Bien, si on récapitule, au niveau mondial, les échanges intra-branches se sont fortement développés à partir des années 80, modifiant la structure des échanges internationaux. D'un commerce de différence, les pays développés sont passés à un commerce de similitude. Le développement des échanges intra-branches provient d'une part de la différenciation des produits, stratégie qui permet aux entreprises de distinguer leurs produits de ceux des concurrents et de répondre à la demande de variété des consommateurs. De plus, la différenciation verticale permet de proposer des produits de qualité différente. Par ailleurs, la fragmentation des chaînes de valeur conduit à une répartition des différentes étapes de la fabrication dans plusieurs pays en fonction de leurs avantages comparatifs, ce qui accroît les échanges de produits intermédiaires appartenant à une même branche. Néanmoins, le début des années 2000 a été caractérisé par un développement des échanges interbranches en lien avec la montée en puissance de la Chine dans le commerce international, tandis que la période récente se caractérise par un regain des échanges de similitudes. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le commerce intra-branche, ses moyens, ses objectifs. Pour ce qui me concerne, je n'ai plus de voix, mais je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt!